En Côte d'Ivoire, on les appelle communément microbes ou encore enfants en conflit avec la loi. Ce sont des jeunes, délinquants, parfois même criminels. Ils agissent souvent en bande organisée et terrorisent les populations. Mais pour autant, ce sont des enfants, des mineurs. Alors, comment faire en sorte que ces enfants ne soient pas corrompus par la rue ? Comment les réinsérer dans la société? Avant toute chose, comment faire en sorte que d'autres enfants ne tombent pas dans les mêmes travers? On va en parler aujourd'hui avec des personnes qui travaillent justement sur le terrain et qui tentent de trouver une solution à ce phénomène. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Coucou Dija. Bonjour Anen. Ça va? Très bien, et toi? Ce grand plateau pour oui, toutes les deux. On est un petit peu seuls, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors aujourd'hui, Dija, on parle donc de délinquance juvénile. Hein. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, surtout des parents, qui parfois se retrouvent un peu dans cette situation où ils ne savent pas du tout comment gérer l'influence de l'extérieur sur ces jeunes, ces enfants qui commencent à arriver à l'adolescence. Alors c'est vrai que quand on parle de délinquance, on pense souvent, surtout en Côte d'Ivoire, aux microbes, à des enfants criminels qui emploient de la violence assez importante. Mais c'est pas que ça, la délinquance. Non, justement, c'est pas que ça. Il y a aussi des parents des enfants qui se retrouvent à l'école principalement. C'est là-bas que tout commence de façon générale. C'est qu'ils se retrouvent dans des groupes, ils se laissent influencer et puis les parents n'arrivent plus à rattraper. Et il y a parfois des parents aussi qui, je vais en parler plus tard dans ma chronique justement, qui sont carrément négligents ou qui laissent tout, qui passent tout à leurs enfants. Il n'y a pas de limite. L'enfant ne sait pas. L'enfant n'a jamais vu sa maman dire non. Donc pour lui, c'est inconcevable qu'on lui dise non. C'est ça. Donc, petit à petit, ça peut entraîner, on peut arriver justement à la délinquance qui malheureusement mine un peu notre société. Ouais. Et ce qui fait peur, c'est qu'on peut être issu de différents contextes socio-économiques et quand même avoir un enfant qui tombe dans la délinquance. C'est pas forcément la pauvreté. Lié à la pauvreté. Ouais, voilà. Je l'ai dit une fois, moi j'ai été à l'internat et il y avait vraiment des enfants de grands types, comme on peut dire. C'est vrai. Mais c'était eux les principales cibles en fait. C'est eux qui avaient beaucoup d'argent, donc qui peuvent facilement acheter de la drogue. C'est eux qui se laissaient influencer parce qu'à la maison c'était un peu fermé et donc à l'internat il y avait ce. À l'internat on dit que c'est un peu carré, mais pas tout à fait, parce que les enfants trouvent toujours des moyens pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont en fait ensemble un peu toute la journée, la nuit. Tout le temps, le week-end, donc vraiment, c'est vraiment difficile, j'imagine, pour les parents. On imagine que ça doit être difficile pour les parents. Alors, comme d'habitude, hein, on porte un peu la question sur la place publique. Aujourd'hui, on vous a demandé que faire lorsque son enfant dérape. On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Vous privez l'enfant de ne pas sortir de la maison, vous le faites asseoir pour lui parler, lui donner des consignes. Bon, par moment, il faut comprendre que les enfants ont besoin d'être suivis avec rigueur. Donc, quand la colère prend le dessus, tu rates la mission que tu veux atteindre avec l'enfant. Donc, par moment, il faut lui parler, il faut chaque fois répéter comme une pédagogie. Et à la suite de ça, certainement l'enfant va comprendre que le papa veut que l'enfant change. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre, tu lèves un peu le ton. Sur cette base-là, il va savoir que papa est fâché et il va peut-être se redresser. Maintenant, si ça nécessite peut-être pour certains parents, moi, à mon avis, c'est ça. Maintenant, pour certains parents qui peut-être utilisent beaucoup la chicotte, c'est bon, mais je pense qu'il faut peut-être recadrer l'enfant avec beaucoup de paroles. Et puis toi-même, il faut être présent sur le lieu avec lui régulièrement. Ça va permettre qu'il comprenne. Et même, je donne un exemple par moment. L'enfant, même quand il est trop têtu, faites souple pour qu'il puisse t'écouter. Je pense que pour attraper un enfant turbulent, il faut d'abord lui donner des conseils. Il faut lui donner des conseils et puis lui dire la faute qu'il a commise. Lui dire que prochainement, en faisant cette faute, voici ce qui peut arriver, voici les conséquences qu'il peut avoir demain. Donc c'est pour son avenir de demain qu'il faut agir ainsi.
Donc il ne faudrait pas dire à un enfant ou taper un enfant. Aujourd'hui, on ne tape plus les enfants. Les enfants sont éveillés. Quand on les tape, demain, ils peuvent avoir des séquelles. C'est seulement dit. Ils peuvent avoir des séquelles. Donc moi, un enfant, pour son éducation, il faut toujours lui donner des conseils. Moi, on m'a tapé, j'ai pas eu de séquelles. Moi aussi, on m'a tapé en tout cas. Mais moi, pas beaucoup, pas très souvent, une fois ou deux. Je mais suis pas trop pour l'éducation à l'occidentale. Ouais. Parce que c'est cette histoire de faut discuter avec les enfants, faut dialoguer avec les enfants qu'aujourd'hui, l'enfant, il prend la tête et il se sent libre de faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de chicotte à côté. Il faut discuter, mais il faut taper de temps en temps. Moi, ouais, c'est la carotte et le bâton. C'est un peu les deux, il faut trouver l'équilibre. C'est ça. Après, honnêtement, t'as certains enfants, là, quoi que tu fasses, en fait. C'est vrai aussi. Et je parle d'expérience parce que moi, par exemple, j'avais un cousin quand on était jeunes, on avait tous à peu près la même éducation, assez sévère, assez stricte, ce que tu veux. Il avait 4 frères, tous filés droits. Le seul, il a tout fait. Quand je te dis tout fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ses parents ont tout essayé. Quand je te dis tout essayé, essayer à la maison, on l'envoyait ailleurs, camp militaire, machin, tout. Je ne sais pas si c'était inné, je ne sais pas pourquoi il était comme ça, je ne peux pas te dire. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, il est toujours un petit peu différent, on va dire. Mais voilà, quoi, parfois c'est très difficile. Hein. Parfois, les parents, ils ont du mal. Mais en fait, il faut faire ça aussi depuis que l'enfant est petit, parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant devienne adolescent pour essayer de devenir strict. Quand il est petit, nous, nos parents, c'était un regard. Et tout de suite, tu rentres dans les rangs. On n'a même pas besoin de te parler ou de te taper. Et c'est ça. C'était un contexte différent aussi. Mais c'est nous, ces enfants-là, qui donnons une autre éducation aux enfants, justement. Parce qu'on se dit, on a été traumatisés par nos parents, ils ont été trop durs, on veut faire mieux, mais on ne fait pas bien. La preuve. Ouais, écoute, t'as pas tort, je pense. Je pense. Bon, écoute, on va en parler avec nos invités du jour de cette délinquance juvénile. De ce phénomène, est-il en recul ou au contraire gagne-t-il du terrain? On va accueillir tout de suite Eric Memel, donc, qui est chef de projet à l'ONG DDECI, c'est la dignité et droit pour les enfants. Nous avons également aujourd'hui Yolande Gateway, qui elle est directrice administrative et financière du groupe Lavoisier. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Hein. Merci. On va parler d'un sujet, je pense, qui peut polariser un peu parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la façon dont il faut appréhender ces enfants qui commencent à devenir turbulents et qui peuvent devenir demain des délinquants juvéniles. Alors, juste avant de vous donner la parole, on va quand même planter le décor. Pour mieux appréhender la question, justement, quelles sont aujourd'hui les formes de délinquance juvénile? Le phénomène est-il en recul ou au contraire gagne-t-il du terrain? Élément de réponse dans ce récit de Chèque Bleu. Microbes et enfants en conflit avec la loi, 2 expressions courantes pour désigner les enfants qui s'adonnent aux agressions à Abidjan. Ces enfants et adolescents munis d'armes blanches et quelquefois d'armes à feu agressent violemment les populations pour s'approprier leurs biens, provoquant souvent l'émoi. Abidjan n'est pas le seul pôle urbain en proie à cette délinquance juvénile. Le phénomène touche beaucoup de grandes villes africaines. Le terme lui désigne le comportement illégal d'un enfant ou d'un adolescent. Vol, recel, contentieux, les délits commis par les mineurs sont les mêmes que ceux des adultes. La différence réside dans la sanction. La plupart des systèmes judiciaires, notamment celui de la Côte d'Ivoire, appliquent des procédures particulières pour cette frange démographique. La forme de délinquance qui préoccupe le plus les autorités ivoiriennes reste le banditisme en bande organisée. À côté des violences et autres actes illégaux auxquels certains mineurs s'adonnent, il y a aussi un autre phénomène qui inquiète les autorités, la consommation de produits illicites et de drogue chez les adolescents et mineurs. On constate ces dernières années que la consommation de la drogue chez les jeunes et surtout à l'école est devenue une réalité. Une situation qui prend des proportions de plus en plus préoccupantes en Côte d'Ivoire. Une enquête d'évaluation de la situation réalisée par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime en milieu scolaire fait état d'un usage précoce de drogue en milieu scolaire. Selon le directeur de la police des stupéfiants et des drogues, en 2020, plus de 200 élèves ont été interpellés dans les écoles et les fumoirs. Alors, on le voit, hein, le phénomène donc, de délinquance juvénile persiste en Côte d'Ivoire. Je le disais tout à l'heure en introduction et on en parlait avec Didja, on emploie souvent le terme de microbe quand on parle de délinquants, de bandits, de jeunes bandits en fait. Alors que lorsqu'on parle de délinquance juvénile, il ne s'agit pas forcément de microbe. Alors c'est quoi la distinction entre un délinquant juvénile, enfin un jeune délinquant et un microbe pour l'un et l'autre? Merci Anan.
également pour cette opportunité que vous me donnez. Il faut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une différence entre l'enfant dit microbe, parce que c'est le thème, c'est enfant dit microbe, et le jeune délinquant ou l'enfant délinquant. Il faut dire que l'appellation déjà microbe est une appellation péjorative, qui est née à la faveur de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Donc c'est une appellation de la rue, une appellation des communautés. Qu'il ne faut donc plus employer. Qu'on ne doit plus employer. Et par contre, quand on parle de délinquant, qui est également péjoratif, et voilà pourquoi est-ce qu'on parle souvent d'enfants en conflit avec la loi ou enfants, entre guillemets, infracteurs. Le délinquant juvénile, c'est l'enfant qui se rend coupable d'une infraction, mais qui se rend coupable d'une faute qui est interdite par la loi. Et donc, c'est cet enfant-là, pour résumer, qui outrepasse une règle sociale et de ce fait-là est passible de sanctions ou de punitions. Donc, il n'est pas forcément dangereux. Voilà, prévu par nos tests de loi. Donc, voilà un peu la différence. Donc, le thème des enfants dits microbes, moi, c'est une appellation péjorative, c'est une appellation à abandonner. Donc, parce que très péjorative et c'est très stigmatisant. Et donc, comme l'État de Côte d'Ivoire a recommandé, la nouvelle appellation, c'est enfant en conflit avec la loi. Donc voilà, le jeune délinquant, par contre, c'est cet enfant-là qui, comme une infraction, ça peut être un délit de vol, ça peut être, voilà, qu'on appelle ça, une détention illicite de cannabis, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme infraction. D'accord. Alors, effectivement, il y a une distinction qui est à faire. Effectivement, il ne faut pas non plus stigmatiser ces jeunes personnes qui peuvent parfois avoir un écart de conduite et qui sont tout de suite perçues comme, voilà, complètement hors la loi. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un peu plus le profil sociodémographique de ces jeunes qui peuvent tomber dans les travers. Qu'est-ce que vous observez au quotidien? C'est quoi un peu, d'où ils viennent? D'accord. En fait, on va essayer de faire un portrait, un profil rapidement. C'est cet enfant, très souvent issu de familles monoparentales, c'est-à-dire papa et maman ne sont plus ensemble. Souvent également, c'est cet enfant-là qui est hors du système scolaire, soit déscolarisé, soit non scolarisé. C'est également très souvent cet enfant qui a été victime de négligence du fait de l'état d'indigence des parents. Et donc, c'est cet enfant-là qui, très tôt, a décidé d'apprendre les choses par lui-même, qui a eu à s'éduquer par moments, qui était abandonné, livré à lui, et qui s'est construit, comment on appelle ça, une éducation avec le groupe tout seul, avec le groupe des pères. Et donc, pour résumer, très souvent, c'est des enfants qui n'ont pas été à la base socialisés, qui n'ont pas encore intégré ces valeurs d'éducation, ces valeurs de morale, qui, seuls, comme vous l'avez dit, ont essayé de se débrouiller pour se construire une personnalité. Madame Gaye, vous êtes dans le système éducatif. Est-ce que cette délinquance-là est en train de se propager ou est déjà dans le système éducatif? Déjà dans le système éducatif. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve énormément de jeunes qui sont soit au premier ou au second cycle, mais qui, en dehors de l'établissement, vraiment posent des actes de délinquance, tout simplement. Donc, voire violents entre eux, élèves, parfois pickpocket déjà, parfois sniffer de cannabis ici. Malheureusement, dans pratiquement toutes les écoles d'Abidjan, on a des délinquants. Est-ce que c'est juste de dire qu'ils sont corrompus par la rue? C'est-à-dire que c'est en ayant un peu cette liberté d'être dehors qu'ils rencontrent d'autres jeunes qui les influencent dans leurs choix et après ils vont consommer donc des drogues ou peut-être commettre un délit par là, une infraction par là? C'est comme ça que ça se passe? Je pense qu'on ne va pas tout de go jeter le discrédit, dire que c'est la rue, parce qu'également il faudrait situer un peu la responsabilité des parents. Il faudrait également situer un peu la responsabilité du système. Quand je parle du système, c'est aussi bien le système politique qu'économique. Voilà, l'enfant qui est dans un état d'indigence, dont les parents n'arrivent même pas à lui assurer les 3 repas quotidiens, il y a déjà un problème. L'enfant qui ne bénéficie même pas de l'attention ou encore de l'amour familial, cet enfant également risque également de chuter. Donc, on veut dire par là que oui, il y a aussi la rue, le groupe de pères, mais quelque part également, il y a la responsabilité. La responsabilité familiale, la responsabilité même des autorités. Donc pour vous, il y a beaucoup de parents qui ont complètement démissionné? Je ne dirais pas démissionner, mais parfois qui ne savent plus quoi faire. Toute mère, généralement, face à des comportements, je dirais, des débordements de ses enfants, cherche des solutions. En Afrique, la première des choses, c'est de punir, c'est de chicoter. Mais
quand ça devient répétitif, la chicotte, au-dessus de la chicotte, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Donc, quand la mère a parlé, puni, fait tout et elle a chicoté, à un moment donné, il n'y a plus de sanctions. Et donc, la mère, elle ne sait plus quoi faire. Les parents ne démissionnent pas vraiment, mais ils ne savent plus quoi faire, à quelle porte frapper. Ils sont eux-mêmes complètement perdus. Et alors que moi, ce que je peux dire, il faut prévenir. Oui. Il faut vraiment prévenir. Il faut prendre le temps. Et nos enfants aujourd'hui sont précoces. Des enfants de CE2 connaissent la drogue. Et quand vous leur demandez où tu as déjà vu ça, chez le grand frère de mon ami, ou, voilà. Donc il faut parler très tôt de ces choses-là. Ne pas attendre que ce soit la rue qui donne l'information à l'enfant. Donc si aujourd'hui Anan a un petit garçon et elle lui parle déjà du cannabis, le jour où son ami lui dirait, va dire, maman m'en a déjà parlé. Ouais. Maman m'a dit que c'est pas bon. Donc il est armé pour s'opposer à ce que la rue peut lui dire. Voilà. Alors tout à l'heure, Dija donnait l'argument comme quoi on a changé un peu notre façon d'éduquer les enfants en Afrique aujourd'hui. On est peut-être un peu plus souple et ça pourrait être une des causes de cette délinquance. Même. Trop souple. Trop souple. Oui, mais vous venez de dire que parfois la chicotte, c'est pas forcément la réponse. Alors, oui. On est trop souple, on tape aussi, le châtiment corporel, ça fonctionne pas. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà. Parfois, les parents, c'est mon constat, parfois les parents se sentent coupables de ne pas être là. Et donc, c'est des cadeaux beaucoup trop onéreux que moi, voilà, que je ne trouve pas forcément utiles. Un enfant a besoin de téléphone, oui, mais à partir de quel âge? Un enfant doit avoir de l'argent de poche, combien et à partir de quel âge? Voilà, et il faut expliquer à l'enfant. Tu es au CM1, tu as ton ami qui a de l'argent de poche, toi, tu n'en as pas droit. C'est la façon de voir de maman, mais tu peux avoir du jambon, tu peux avoir du saucisson sec, tu as tout ça. Voilà, donc tu as cette possibilité-là d'avoir ça, mais pas forcément de l'argent. Tu auras l'argent quand tu porteras le pantalon kaki. Donc tu as ton entrée en 6e, tu deviens grand, maman t'offre un portefeuille, et puis elle met 500 francs dedans, et puis tu gères. Et ça peut devenir compliqué. C'est bien si l'enfant est réceptif, mais il y a des moments où, influencé par ses amis, il veut absolument avoir, et si maman ne donne pas, bah, je vais devenir voleur, je vais lui piquer de l'argent dans son sac à son insu, et puis vivre ma vie, en fait. Donc, il faut signer un contrat, il faut parler. Il faut chicoter, il faut parler. Il faut ouvrir les enfants à l'extérieur. Voilà, il faut parler, il faut chicoter, il faut emmener les enfants à découvrir ce qui est dehors. Pourquoi ne pas, par exemple, envoyer nos enfants voir des prisonniers par moment? Pourquoi pas? Dire, tu vois les conditions. Voilà, tu vois ce qui se passe. Ou bien des enfants, vous prenez votre fils, par exemple, à 19h ou à 20h en voiture, vous tournez dans la ville et il va voir des jeunes au feu, qui gardent des voitures. Tu vois ce qui t'attend si tu ne prends pas le droit chemin. Aujourd'hui, tu dois reclimatiser parce que maman a travaillé dur pour y arriver. Donc, si tu prends le mauvais chemin, voici ce qui t'attend. Tu veux descendre et puis vendre des lotus comme lui? Non, maman. OK, voici le chemin à suivre. Mais donc ça, il faut le faire dès tout petit, pas attendre que l'enfant commence à montrer des signes. Tout petit. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler avec les enfants. Et puis fouiller leurs affaires. Ouais. Oui. On dira, oui, il faut fouiller. Ça, c'est l'éducation à l'occidentale d'Anan. Non, en réalité, moi, on a fouillé mes affaires. Il faut fouiller. C'est juste que comme il y a beaucoup de... Enfin, maintenant, on essaie de parler de... il faut respecter la vie privée des enfants. La vie privée, ça, c'est important. Alors, justement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, forcément. C'est quoi la vie privée de l'enfant? Mais je suis sa mère, je suis dans sa vie privée. Oui. Et j'ai le droit même de savoir qu'est-ce qu'il a dans ses affaires. C'est qu'il a dans ses affaires. Qui a acheté? C'est moi. Dans les affaires. Jusqu'à ce que tu partes de chez moi. Quand tu seras en mesure de t'acheter un appartement, mais tu pars. Mais tant que tu es là, je vais regarder ce qui se passe. Monsieur Memel, vous voulez réagir? Mais à un moment donné, je pense même qu'il faut dire à l'enfant, ouvre ton sac. Au départ, c'est je fouille. Après, c'est ouvre ton sac. Et je regarde. Et on regarde ensemble ce qu'il y a. Mais est-ce que ça aussi, ça va pas emmener l'enfant à cacher? Bon, je pense que ça, c'est une expérience d'une mère. Il faut dire également le droit, le respect de la vie privée de l'enfant est un de ses droits. Et donc, l'enfant a droit à son intimité. Donc, le fait que le parent ou les parents fouillent ses affaires également, en termes de droit, je pense que là également, c'est pas juste, ça ne serait pas juste. Mais, moi, je vais juste vous raconter une petite histoire. C'est une jeune fille qui, justement, dans cette histoire de « tu n'as pas le droit de rentrer dans ma chambre, c'est ma vie privée », s'est faite harceler à l'école. Et un jour, en fait, ça a été la goutte de trop. Elle est rentrée chez elle, elle est rentrée dans sa chambre. Sa mère ne l'a pas suivie en disant « c'est son espace, c'est son intimité, elle a envie d'être seule ». Et la petite s'est suicidée. Donc,
Oui, mais alors là, c'est différent. J'ai envie de dire que c'est peut-être le problème de communication entre la fille et la mère. La fille qui ne se sentait pas assez, peut-être, comment dire, dans les bonnes conditions pour aller exposer son problème à sa mère, n'est-ce pas? Non, mais même si elle avait fouillé, moi, si elle avait fouillé, comment elle aurait su? Mais je veux dire, en fait, que de donner à un enfant cette liberté, cet avis privé, je n'interfère pas, ça peut aussi conduire à ça, à des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas également le côté positif? Le côté où peut-être ce respect de la vie privée là, peut permettre à cet enfant-là de renforcer un peu son développement, sa personnalité. Bon, ce qu'on nous disons, peut-être oui, la vie privée, mais peut-être qu'on peut revoir. Hein? Peut-être qu'il va falloir peut-être encadrer un peu ça, mais aussi s'immiscer dans la vie privée de l'enfant. Par moi, d'aucuns diront, mais pourquoi ne pas demander la permission? Parce que c'est aussi ça, il faudrait que l'enfant vous autorise. Et donc, comme la dame l'a dit tout à l'heure, Yolande l'a dit tout à l'heure, c'est dans les échanges, dans la communication. Amener l'enfant à accepter le fait que vous immiscez dans sa vie privée. Après cet instant-là, vous aurez gagné un partenaire, et puis bon, ça va faciliter les choses. Alors, pour revenir à la délinquance, quels sont les signes avant-coureurs que l'on peut détecter, identifier en tant que parent, en tant qu'enseignant, pour savoir que, allez, on sent l'enfant qui dérape un petit peu? Déjà, ça dépend du lieu. À la maison, c'est pour ça que je ne suis pas pour garder ce petit côté de liberté. Voilà. Parce que l'enfant, quand il commence à se cacher, quand il commence à se replier sur lui-même, non, ça, c'est ma chambre. Ça, ce sont mes habitudes. À tel moment, je regarde ça. Quand il commence à crier son périmètre, c'est qu'il a quelque chose à cacher. C'est les premiers signes. Oui, ça commence comme ça. Moi, je pense que si jamais on empêche un enfant d'avoir un tout petit espace à lui, il risque de ne plus vouloir être à la maison, justement, parce qu'il n'a pas d'espace, ou faire les choses chez la copine, chez machin. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Ouais. Il a son moment à lui, mais il y a des moments où on doit être en famille. À table, on doit pouvoir dire, tu as une petite copine, elle s'est draguée aujourd'hui, est-ce qu'il faut parler? Parce qu'à un moment donné, quand l'enfant traverse des moments difficiles, si vous l'avez habitué à avoir son temps à lui, son espace à lui, on n'interfère pas dans sa vie privée, mais vous voyez, c'est la rue qui l'éduque. Ce sont ses amis qui lui parlent. Et quand il arrive à la maison, il n'en parle pas. Un enfant qui commence à être têtu, il sait très bien que maman lui a dit de ne pas faire ça, et il commence à le faire. Il commence à comparer ce que ses parents font aux parents de ses amis. C'est des signes avant-coureurs. Parce que là, il commence à rentrer en rébellion. Il commence à ne plus être d'accord avec certaines choses à la maison. Alors, on va poursuivre la conversation et je vais vous permettre d'aussi donner votre point de vue sur la question. Ce sera juste après une courte page de pub. Restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, on parle de délinquance juvénile aujourd'hui avec nos invités. Nous avons aujourd'hui Eric Memel, donc chargé de projet à l'ONG Dignité et Droit pour les enfants, et Yolande Gateway, qui est la directrice administrative et financière du groupe Lavoisier. Alors juste avant de partir en coupure pub, on parlait un petit peu de ces signes avant-coureurs, ces signes qui nous permettent de déterminer si un enfant est en train de déraper. D'accord. Et Eric, vous vouliez également... Oui, il faut dire que moi, malheureusement, très souvent, il arrive que ces enfants commettent des infractions pour que je sois en contact déjà avec eux. Déjà, donc, mais je pense que dans nos échanges, ce qui revient le plus souvent, c'est des enfants, les signes les signes précurseurs portent souvent sur le fait qu'il arrive que les enfants rentrent. Par exemple, un parent qui est de niveau moyen de vie, qui a son enfant qui rentre peut-être avec des objets chers. Déjà, voilà peut-être un signe. Ça doit nous interpeller. Voilà, tu n'as pas l'argent, ton enfant rentre avec un téléphone Android. Et du coup, tu ne lui demandes pas où il l'a enlevé. Voilà l'enfant qui commence à rentrer très tard à des heures indues. Voilà, à partir de 20h, 21h, c'est maintenant qu'il rentre, ou il sort très tard. Ou l'enfant, il a des habits très chics, alors que quand tu regardes, je parle du parent, quand le parent regarde ses moyens, il ne peut pas offrir ça aux enfants. Et donc voilà des signes, notamment, qui doivent interpeller les parents. Mais malheureusement, je ne sais pas si à tort ou à raison, les parents restent souvent silencieux face à ces choses. Et souvent, le pire arrive. Le pire, c'est les enfants souvent se retrouvent dans des situations bizarres. Ils sont interpellés, ils se retrouvent souvent derrière les barreaux. Il y a aussi le niveau scolaire. On peut observer que quand on commence à être un peu moins impliqué à l'école, les notes deviennent de plus en plus... Beaucoup mentir. Les mensonges aussi. Oui, à beaucoup mentir. Non, maman, je n'ai pas cours aujourd'hui.
Voilà, on ne prend pas le temps de vérifier avec l'éducateur ou de regarder l'emploi du temps. Vous savez combien de parents aujourd'hui ont par exemple dans leur téléphone l'emploi du temps de leur enfant? Ah ça, pour le coup, voilà. Moi c'est clair qu'il faut le faire. Voilà. On a son programme scolaire, on sait à quelle heure il doit être à l'école. De temps en temps l'école pour savoir. Est-ce qu'il faut attendre que l'école convoque ou bien il faut régulièrement y aller? Je pense qu'il faut régulièrement y aller. En fait, c'est ce que vous dites, c'est vraiment la prévention. C'est-à-dire qu'il faut aller Exactement. partir du principe que ça peut déraper et donc du coup Voilà. on doit Donc, être tout à temps, suivre. Voilà, suivre à tout moment, savoir. Comme je dis, vous voyez, un enfant peut ne même pas en classe copier les leçons. Oui. C'est-à-dire, pendant que le professeur fait la leçon, lui, il fait autre chose. Mais le professeur, il a quoi dans la classe? Peut-être une trentaine, quarantaine d'élèves. Il ne peut pas faire la police. Qui doit faire cette police-là? C'est maman ou c'est papa? Wow. C'est ça. Oui, parce que maman et papa... Vous avez dit waouh. De toute façon, ce marquage a ce suivi là. Voilà. Qu'est-ce que vous... De façon très délicate. D'accord. Pas en mettre au cahier que je regarde si tu as... Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Non, maman, on a fait histoire, géographie. Ah bon, vous avez appris quoi? Non, le peuple BT. Mais fais voir, moi, je ne sais pas trop comment ça se passe chez eux. D'accord. Voilà. Avec non, plus maman, de subtilité, quoi. Exactement. Okay. Et là, vous savez, par exemple, qu'il a copié la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a copié? Vous lisez, mais dis-moi. Et dans la discussion avec l'enfant, vous êtes en train de l'aider à retenir sa leçon. Ouais. Le maître ou le professeur, ils ont 40 élèves parfois, mais le parent, il en a combien? 2, 3, 4. Tout ne peut pas venir du professeur. Ouais. Tout ne peut pas venir de l'instituteur. Est-ce que les enfants aujourd'hui ne sont pas un peu des petits princes dans le sens où il y a deux nounous, il y a le chauffeur, on les implique même plus dans les tâches ménagères. Alors pas des princes, des rois. C'est ça. C'est exactement ça. Ça aussi, ça peut constituer un petit problème quand même. Oui, parce que par exemple, le week-end, on peut dire à un enfant, range ta chambre sans que ce soit la nounou qui le fasse, ou dessert la table quand on finit de manger sans que ce soit le rôle de la nounou, forcément. Exactement. Moi, personnellement, je laisse faire les nounous. D'accord. Mais pendant les vacances, il n'y a pas de nounou. Voilà. Parce que quand vous impliquez les enfants dans les... Oui, quand vous impliquez les enfants, oui, le temps de laver ma douche, par exemple, je devais étudier mes prétérites. Ouais. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Mais il y a un strict minimum. Au moins, de faire la table. Ouais. Faire la table. Mais faire le lit, enfin, tout ce qui peut prendre du temps, non. Mais les vacances, quand on dit début des vacances scolaires, les choses changent. Voilà. Tout à l'heure, découper les oignons. Excusez-moi de vous couper. Tout à l'heure, Éric Memel, vous avez parlé du fait que souvent les enfants délinquants sont issus de familles monoparentales, par exemple. Peut-être parce que la mère ou le père a moins le temps de faire tout ce travail de suivi justement de l'enfant. Est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs économiques, facteurs environnementaux? Quels sont ces autres le facteur économique plus, parce qu'aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec les enfants derrière les barreaux. Et donc, la réalité montre que ce sont des enfants issus de familles indigentes. C'est ça. Indigentes, oui. Les parents ont des revenus très faibles. Très faibles. Donc, ils ne parviennent pas même à... Tout à l'heure, je n'ai pas même, ne serait-ce qu'offrir un seul repas à leur enfant. C'est souvent compliqué. À plus forte raison, aller peut-être les inscrire, mettre à l'école. Donc, les parents ne s'en sortent pas. Et donc, très tôt, cet enfant-là est appelé à se débrouiller. Parce qu'à la maison, il n'arrive même pas à avoir un repas. Il est obligé d'aller à la rue, commencer à se prendre en charge. Donc, il y a ce facteur-là qui joue beaucoup. Sur peut-être une proportion de 100, je dirais peut-être 70%. 70%. Et malheureusement, on se retrouve souvent, ce sont les mères. Parce que dans mères célibataires. Les mères célibataires. Soit le père est décédé, soit le père est parti et la mère s'est retrouvée seule avec cet enfant. Soit le comportement de l'enfant a entraîné le départ du père. Ou bien soit l'abandon définitif du père. Oui. Et du coup, les mères, merci à vous. Déjà avec votre attachement, vous continuez d'accord malgré tout, de continuer d'apporter votre assistance à cet enfant. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces mamans-là qui partent en prison voir leurs enfants, mais souvent sont impuissantes face à la situation. Voilà. Déjà, le fait que l'enfant soit là-bas, avec tout ce qui est comme dépenses contraintes, déjà, c'est un problème. Beaucoup, même préparer même sa sortie. Demain, il arrive si l'enfant doit sortir, également ça. Sa prise en charge, et on risque encore de retomber encore dans les mêmes travers. Et donc, autant de difficultés. Voilà. Alors justement, il y a un système quand même judiciaire qui est spécifique et qui est particulier pour les délinquants juvéniles, donc qui ne sont pas mineurs. Effectivement. Comment est-ce que ce système opère en Côte d'Ivoire? D'accord, il faut dire que pour ça, il faut saluer l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons de très bonnes dispositions. On parle de la question de la justice juvénile comme une justice sui generis, c'est-à-dire qu'une justice spécifique qui protège l'enfant. Concernant l'enfance délinquante, il faut dire qu'il y a
d'abord des juridictions spécialisées. Voilà, c'est-à-dire que cet enfant qui enfreint une loi ne va pas aller dans les mêmes juridictions qu'un adulte. Donc il y a un dispositif particulier pour lui. Et également, le législateur a bien fait également de mettre ce qu'on appelle des seuils d'âge. En Côte d'Ivoire, par exemple, un enfant de 10 à 13 ans qui commet une infraction est susceptible de... Il n'y a pas de qualification, encore moins de poursuite pénale. D'accord. Il n'ira pas en prison, ce qu'il a fait, c'est zéro, c'est jamais rien passé. Mais pour cet enfant-là, pour ce qu'il a fait, il y a peut-être des mesures de rééducation, de surveillance qu'on peut prononcer pour lui. Parce que le fait qu'un enfant de 10 ans commette une infraction, déjà, c'est des signes précurseurs, effectivement. L'autre catégorie, à partir de 14, 15, 16 ans, cet enfant-là, oui, il peut passer devant les juridictions. Voilà, on peut qualifier son infraction, mais à son endroit, c'est des mesures de protection qui seront dites. Voilà. Donc malheureusement, au thème textuel, la Côte d'Ivoire, comme je dis, le pays est suffisamment outillé, mais c'est en termes de mise en œuvre. Aujourd'hui, un enfant qui a appréhendé, un enfant de plus de 13 ans bien sûr, qui a appréhendé pour une infraction, ou un enfant qui commet une infraction, risque de se retrouver à la MACA. Oui, parce que sans autre forme de procès. Sans autre forme de procès. Parce que par moment, parce qu'en termes même de mesures alternatives, l'enfant, quand la police a interpellé, il faut le placer quelque part, le temps de retrouver ses parents. Mais il n'y a même pas de centre de transition. Le seul centre de transition, c'est le centre d'observation des mineurs qui se trouve dans l'enceinte de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Du coup, le juge, c'est vrai, ça lui fait mal, mais il n'y a pas une autre option. Il n'y a pas d'autre alternative que d'expédier son enfant à... Donc il y a un problème d'infrastructure. Un véritable problème d'infrastructure, c'est le véritable problème. D'accord. Voilà. Et en termes de solutions pour aider les enfants peut-être qui tendent à la délinquance, il faut faire quoi concrètement? Pour aider les enfants qui tendent à la délinquance, tout à l'heure, Mme Yolande a parlé un peu de la prévention. En Côte d'Ivoire, c'est un dispositif qui manque. C'est vrai, aujourd'hui, on attend que les enfants commettent des infractions pour se retrouver derrière les barreaux. Mais on ne développe pas suffisamment les programmes de prévention. Alors que, quelque part, on pourrait mettre en place des programmes de rééducation. Aujourd'hui, la plupart de ces enfants-là sont dans des quartiers oisifs, errants. Voilà, ils apprennent l'un de l'autre, ils sont dans les fumoirs. Il aurait fallu que l'État de Côte d'Ivoire mette en place des programmes communautaires en partenariat avec les collectivités territoriales, où on va dans chaque quartier, on voit ces enfants, on les réunit, on leur apporte, on leur inculque des valeurs de société. Ils peuvent même prendre part à des... qu'on appelle ça, à des travaux d'intérêt général, à des choses qui servent à la société, où ces enfants apprennent véritablement. Voilà ce genre de programme, mais ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les travaux d'intérêt général, ça ne fait pas partie des sanctions pour des jeunes qui commettent des... Si, désormais, à la faveur du nouveau code de procédure pénale, ça fait partie, mais il n'y a pas encore de modalité d'organisation. Donc le juge, face à ça, on dit oui, un travail d'intérêt général, une mesure, mais comment faire? Rien n'est prévu. Donc du coup, c'est compliqué. Yolande, vous avez une autre solution qui va bientôt commencer à porter ses fruits, n'est-ce pas? Exactement, c'est le camp Zoé. Voilà, donc dans l'exercice de mes fonctions, j'ai constaté depuis vraiment les difficultés qu'ont les parents de pouvoir suivre ces enfants-là. Et donc j'ai travaillé sur ce projet-là avec toute mon équipe à Lavoisier. Le camp Zoé, c'est une retraite fermée d'élèves en difficulté. Il faut déjà être dans le cursus scolaire parce que l'objectif, justement, c'est qu'ils n'en sortent pas. D'accord. Donc c'est simplement pour les élèves en difficulté scolaire? Oui, en difficulté. Donc qui sont dans le cursus, mais qui sont en difficulté. Donc qui sont rebelles, violents, qui n'écoutent plus les parents, qui ont de très mauvaises notes. Voilà. Certains ont touché même à la drogue, voilà, à l'alcool et tout. Donc les parents les inscrivent, ils vont avec nous à Ogualpo, qui est un village à côté de Alépé, à 50 km, coupé du monde, avec une formation, un programme bien chargé, où ils auront une formation avec des instructeurs militaires de l'IMPT, ils auront ce qu'on appelle la marche silencieuse, la lecture silencieuse avec un roman imposé, le sport, le taekwondo et tout, et puis des activités l'après-midi. Donc les villageois nous ont donné un petit lopin de terre, ils vont cultiver, toucher un peu aussi au jardinage et tout. On a des décoratrices qui vont nous accompagner, donc pour les jeunes filles qui veulent déjà toucher à l'architecture d'intérieur. Donc c'est d'occuper les enfants. Vous savez, en chaque enfant, il y a un talent. Bien sûr. Il faut aider à diagnostiquer ce talent ou bien à créer une passion.
Les enfants, il faut les occuper. Comme il le disait tout à l'heure, si dans les cités, nous organisons des tournois, des concours de cuisine, il faut occuper ces enfants-là. Alors, le camp Zoé se tiendra en 2 sessions. Donc, nous avons la session de juin et la session de juillet. On précise que c'est ce sont les premières sessions de ce camp Zoé. Donc... Oui, c'est la première édition. Voilà, c'est la première édition. Donc, on va voir ce que ça va apporter comme on espère que ça va porter des fruits. En 21 jours, on ne peut pas faire de miracle, mais on peut semer la graine. Et il y a l'après Zoé. Donc, les parents viendront le premier jour et le dernier jour. Il faudra que les psys leur disent pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Voilà les progrès qu'il a fait durant le camp et voici comment vous devez continuer à la maison. Ensuite, nous aurons une plateforme pendant l'année scolaire pour suivre un peu ces enfants-là, pour voir les résultats du camp Zoé. Ah, d'accord. Vous attendez combien d'enfants? 80 par session et par genre. Donc, on aura les filles dans un autre foyer et les garçons dans un autre. Donc, 80 par site, pas plus, parce que il faut vraiment les encadrer. Oui. Voilà, exactement. Et puis, c'est un programme très complet, donc il faut pouvoir avoir assez d'encadreurs pour ça. Exactement. Ils sont principalement issus d'Abidjan ou de différentes... D'Abidjan. Abidjan pour l'instant. Oui, d'Abidjan. On va... Pardon, c'est précisément de voir. En fait, également, je voulais ajouter quelque chose. Nous également, il y a un programme post-détention que nous développons. Oui, parce que également, les enfants qui sortent de prison, il faut leur donner une seconde chance. Bien sûr. Donc, il y a un programme qui est développé en leur faveur. Et donc, au sein de ce programme-là, nous les accueillons. Et nous essayons de travailler avec eux en misant un peu sur, comment on appelle ça, les ressources internes et externes, où l'enfant lui-même arrive à définir son programme, définir ses besoins et ses problèmes. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons avec ces enfants. Et notre ONG essaie de leur apporter un peu de moyens pour la pleine réalisation de leur projet de vie. Donc, ces séances-là, nous appelons des ateliers de résilience assistée, où c'est l'enfant au centre, où c'est l'enfant lui-même qui va dire, bon, voilà le problème que j'ai eu, voilà comment ça arrivé, voilà désormais les facteurs de risque, voilà les facteurs de protection que je veux développer. Aide-moi à mettre en œuvre ces facteurs de protection pour que je puisse devenir un citoyen normal. Est-ce que c'est difficile de les réinsérer, de les rendre encore citoyens ou à nouveau citoyens ou civiques quand ils ont été en prison? Est-ce qu'il y a une stigmatisation de ces jeunes-là qui sortent de prison? Une stigmatisation, oui. Dans les communautés, il y a une stigmatisation. C'est pour cela que, également, dans nos programmes, nous essayons de sensibiliser un peu les communautés et les familles à plus d'acceptation de ces enfants-là. Maintenant, un des gros soucis également, c'est les questions d'addiction. Malheureusement, certains de nos jeunes camarades qui sont en addiction aux drogues, qui ont déjà touché à la drogue, souvent, le fait de s'en défaire devient vraiment compliqué. Donc, la résocialisation de ces enfants, ça prend du temps. Et souvent, il arrive que l'enfant décroche. Donc, voilà un peu quelques difficultés. Mais, dans le fond, je pense que ça manque. Comme je le dis, par moment, les enfants délinquants sont des victimes du système. Ces enfants qu'on a négligés à un moment donné, ils étaient livrés à eux. Oui. Donc, quand tu leur donnes la possibilité de pouvoir s'exprimer, tu leur donnes leur chance, je pense qu'ils arrivent à saisir cette chance et ils arrivent à se repositionner. Et voilà le travail que nous faisons. Alors, brièvement, votre programme, c'est un programme bénévole, hein, c'est-à-dire que vous récupérez des jeunes, vous les choisissez, il n'y a pas de coût particulier ici? Non, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de coût. Nous misons plus sur les enfants en détention, voilà, ou les enfants en situation difficile. Donc, nous essayons de faire les recherches de famille parce qu'il y a certains enfants qui sont incarcérés qui ne sont pas en contact avec les familles. Les familles n'ont pas l'information que leurs enfants se trouvent en prison. Donc, nous recherchons des familles, nous les retrouvons, nous les remettons en contact parce que souvent, le juge, pour libérer un enfant, te dit, mais je veux que les parents soient présents. Les parents se déclarent, oui, bien sûr. Tant que les parents ne sont pas présents, ça ne marche pas. Bien sûr. Donc, on recherche les parents, on renoue les contacts, on va devant le juge, on arrête tous les parents et on essaie de régler un peu tout ce qu'il y a à régler pour permettre à cet enfant de sortir. Et après, on essaie d'accompagner aussi bien l'enfant que les parents. Parce que vous avez parlé des mères, surtout on mise sur les mères. C'est une émission de femmes. Qui souffrent le plus, oui, bien sûr. Oui. Lorsqu'on mise sur les mères, là, ça paye. Du coup, la maman, elle peut dire, par exemple, je veux peut-être faire une activité génératrice de revenus pour pouvoir prendre soin de mon enfant. Donc, c'est ce que nous accompagnons la mère durablement. Donc, alors, on va bientôt devoir partir en publicité, mais juste avant de partir, je vous propose à tous les deux de donner votre contact si on a des parents, justement, qui veulent tout simplement faire appel à vous parce qu'ils sont dans une situation difficile. À vous, monsieur Mémel. D'accord. Moi, je suis au 07 09 00 54 65 ou 05 56 43 23 01. Très bien, merci. À vous, Yolande. Ok, je suis au 07 49 99 52 41. Voilà. Ou le 05 75 21
82. Ça, c'est pour notamment l'inscription au camp Zoé. L'inscription au camp Zoé. Il y a encore quelques places. Oui. D'accord, très bien. C'est noté, merci. Il y en a encore. Merci encore à tous les deux pour toutes ces informations, pour avoir partagé aussi votre expérience avec nous. On a beaucoup appris. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi sur la nouvelle chaîne ivoirienne dès 13h05. Donc la numéro 4 du bouquet de la TNT et la chaîne numéro 204 du bouquet Canal. C'est maintenant l'heure de ce moment culture que Dija partage avec nous. La Minute Culture, c'est tout de suite. Alors oui, Anan, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses et on va commencer par le cinéma. J'ai choisi de vous parler d'un vieux film, c'est vraiment un film culte pour moi, qui parle de violence conjugale parce que malheureusement, c'est encore d'actualité ici et ailleurs d'ailleurs. Donc, il s'agit de Plus jamais, donc qui est sorti en 2002. Ah, Jennifer Lopez. Exactement, qui a joué le rôle de Slim Miller, donc une jeune serveuse qui rencontre un jeune entrepreneur beau, beaucoup d'argent, qui fait miroiter une vie de princesse. Et ils aménagent dans une superbe villa, une petite fille. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent à déraper. Il sort beaucoup, il la bat. Et donc, elle entreprend de fuir avec ses amis, avec la complicité de ses amis, parce que c'était beaucoup trop pour elle. Elle n'était pas habituée à ça. Et de passer de cet homme hyper doux, charmant à l'écoute, à un homme violent, infidèle en plus, elle n'en pouvait plus et elle a décidé de fuir. Et dès lors, ça a été une course-poursuite. Ouais, et un parcours du combattant. Et un parcours du combattant, parce qu'il faut savoir qu'il la tenait par l'argent, parce que c'était une serveuse, elle n'avait pas de revenus. À partir du moment où elle était sa femme, tout était offert, des cartes de crédit, des voitures, etc. Donc, il a tout coupé et il fallait survivre avec sa fille. Et au bout d'un certain temps, elle a décidé d'aller voir un avocat à bout de force. Et malheureusement, il lui a dit « c'est impossible pour nous de vous aider ». Ça aurait été la démarche idéale dès le départ, mais là, on ne peut plus. Donc, démerdez-vous. Ouais. Et donc, là, elle se dit « il faut que je porte des gants et il faut que je tue cet homme ». Et malheureusement, elle va finir par... Tu vas pas dire la fin quand même. Bon, en tout cas, je vous conseille, on va juste regarder un extrait. D'accord, je ne dirai pas la fin. Mais on va regarder un extrait tout de suite. Puis, il faut savoir que pour beaucoup de femmes, la seule issue, c'est de fuir, malheureusement, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec un homme violent, déjà par la corpulence et encore plus quand il a les moyens. Donc, c'est un film qui est sorti sur Netflix, donc je vous conseille de... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le revisionne. Hein, exactement. Ça date de quand déjà, 2002. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai vu, j'étais jeune, mais là, quand j'ai regardé, vraiment différemment. Et voilà. Je vais très regarder, du coup. Et donc, ensuite, je passe à un livre qui s'appelle « Sous le joug d'un Dangadé ». Il faut savoir que Dangadé, en malinké, ça veut dire enfant maudit. Et donc, c'est l'histoire d'une femme qui a tout vécu avec ses enfants. Vraiment, elle n'a jamais voulu accepter qu'on critique ses enfants, qu'on dise de ses enfants qu'ils étaient voleurs, menteurs, alors que c'était le cas, alors qu'ils volaient même à la maison. Elle a toujours couvert ses enfants face à la société jusqu'à ce que ses enfants se retournent contre elle. Et son fils, un de ses enfants en particulier, lui a mené la vie tellement dure, malgré ses allers-retours en prison, ça n'a jamais rien changé. Il est resté tel jusqu'à commettre l'irréparable. Alors l'irréparable, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je vous invite à lire ce livre. Et si vous êtes maman, c'est vraiment un livre à offrir. C'est bientôt la fête des mères. Aux jeunes mamans. C'est horrible quand même. Aux jeunes mamans. Parce que c'est vrai que un gros avertissement. Quand on aime son enfant, on a tendance à se voiler la face soi-même, à ne pas accepter que son enfant puisse être un délinquant, alors que c'est bien souvent le cas, malheureusement. Donc, alors, je comprends maintenant un peu mieux ton point de vue sur le thème d'aujourd'hui, sur la délinquance juvénile. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face quand c'est ça. Surtout qu'ils volent à la maison. Si c'était à l'extérieur, on aurait pu dire. Mais tu sais qu'ils te volent. Toi-même, quand tu dors, tu t'enfermes à double tour parce que tu sais que ton enfant va rentrer te prendre de l'argent, tes pagnes, tes bijoux. Mais tu t'opposes farouchement à toutes les personnes qui viennent te dire qu'il y a un problème. Et puis c'est quoi? C'est l'amour? Attends, tout le monde aime son enfant. C'est soi-disant de l'amour. Écoute, alors, ça me donne envie de lire, effectivement. Pour terminer, on va parler un peu de musique parce que, oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est bien. Donc, on va parler de Mosti, a.k.a. Aya de Didier V, donc, qui a sorti un single qui s'appelle Mosti est là-haut. Donc, on va écouter.
J'aime vraiment beaucoup, elle a un flow, j'aime bien elle a son un flow, charisme. j'aime bien. Ouais. Voilà, elle est pétillante, elle est présente et voilà. Et il faut dire ce qui est, les clips en Côte d'Ivoire, depuis quelques mois, années, le niveau monte, non? Exactement. Sérieusement. C'est bien quand il y a la belle. concurrence, Ouais. on essaie de Il faut faire ce qu'il de faut, belles hein, choses. parce qu'à côté, Et puis on va vraiment terminer cette fois-ci avec Fally Ipupa qui a enfin décidé de mettre un clip sur la chanson Amor ou Amoré, en fonction de comment on l'appelle. Et il faut savoir que ses fans ne sont pas tout à fait tous d'accord avec son choix artistique parce qu'on attendait une vraie romance avec une explication de l'amour, quoi, oui. Comme il sait bien le faire. Mais non, cette fois-ci, il a décidé de focus sur le volet artistique avec de la danse, des bijoux, enfin vraiment un décor assez particulier et je vous laisse regarder. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup. Il est allé là où on ne l'attendait pas. Et puis, c'est Fally, donc arrêtez. Exactement. Et puis moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Avec je les choris. Il y avait de l'amour, en fait. Donc, ouais, faux débat, non? Enfin, je sais pas. Un petit peu, mais pas comme d'habitude. Merci beaucoup, Dija, pour la Minute Culture. Alors, focus à présent dans notre portrait du jour sur un forum qui se veut la plateforme pour booster la femme ivoirienne. Il s'agit de la FEF, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, autrement appelé la FEF, qui aura lieu les 28 et 29 mai prochains. À quelques jours de l'ouverture de cet événement, on va en parler dans le détail avec l'une de ses organisatrices, Sandrine Roland, commissaire générale du FEF, qui va donc nous rejoindre en plateau. Bonjour, bonjour, Sandrine Roland. Bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous avez un gros événement qui se prépare dans quelques jours, donc le FEF. C'est quoi exactement ce forum pour l'emploi et l'entrepreneuriat au féminin? Alors, l'idée du FEF nous est venue en 2011. On s'est rendu compte que dans un pays qui avait besoin de repartir, la composante féminine était très importante. Et on a constaté qu'il n'y avait pas justement d'espace réel créé par les femmes, pour justement parler des sujets qui les concernent. Et donc, c'est comme ça que le FEF est né, une plateforme qui a pour objectif premier de sensibiliser pour qu'il y ait un meilleur accès et des meilleures conditions pour les femmes dans le monde du travail, dans le monde de la gouvernance aussi, dans le monde des affaires, et aussi du renforcement de capacités, du partage, du réseautage et de l'émulation, c'est-à-dire que les femmes s'inspirent mutuellement. Donc voilà un peu ce que c'est le forum. Donc c'est un événement, oui, pendant lequel il y a des conférences, il y a des formations, justement dans le sens de ce que je viens de vous dire. C'est pour quel type de femmes? Alors le FEF, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les femmes. On a des femmes qui viennent de tous les horizons. On a des femmes qui viennent des professions libérales. On a des femmes de l'agriculture. On a des femmes qui viennent aussi du monde de la culture et des médias, dont vous faites partie. On a des femmes du secteur informel. On a les femmes du vivrier. Toutes les femmes, sans exclusive, participent au FEF. Les étudiantes, tout le monde. Et quand vous dites participe, à la fois en tant qu'intervenante et en tant que... Oui, c'est la particularité aussi du FEF. La particularité du FEF, c'est de dire vous êtes un modèle pour moi, vous êtes un modèle pour moi, je suis un modèle pour vous. Au lieu d'aller chercher loin, inspirons-nous mutuellement. Donc, à la fois des participantes et bien sûr des panélistes, toutes les femmes sont admises comme conférencières. Très bien. Ça, et vous le faites cette année à Yopougon. Pourquoi le choix de cette commune? Ah ben écoutez, le choix de Yopougon a été un concours de circonstances. Voilà, notre lieu habituel n'était pas disponible. Donc il y a une amie que je respecte beaucoup qui m'a dit, écoute Sandrine, ben voilà, il y a Yopougon quand même. Et je me suis rendu compte en effet que dans mes statistiques de participation, depuis 8 ans, il y a plus de 40% des participantes qui viennent de Yopougon et de sa périphérie. D'accord. Du coup, ça s'est vraiment présenté comme une évidence. Et comme une aubaine, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est quand même la plus grande commune de Côte d'Ivoire. C'est une ville, c'est une commune importante. Et Yopougon regorge de femmes battantes, de femmes qui ont créé des choses, de femmes artistes, de femmes de médias aussi. On s'est dit, bon, on y va. Ça a du sens. L'engouement est tel à Yopougon. Quand on a annoncé la nouvelle, donc on s'est dit que vraiment, c'était, voilà, tout tombait pile poil. Super. Alors, vous avez commencé cette aventure en 2011, donc c'est déjà il y a 10 ans. Oui. Les choses ont beaucoup changé depuis aujourd'hui. C'est vrai que les forums, les conférences, les plateformes autour de la femme, de l'entrepreneuriat au féminin se sont multipliées. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de cette aventure?
Comment est-ce que vous faites pour continuer à rester dans l'air du temps sur ces problématiques-là? Oui, donc quand on a conçu l'événement en 2011, on a fait la première édition en 2014, parce que cette année, on sera la 8e édition. Et effectivement, on s'est dit dès le départ que ce seraient nos participantes qui seraient notre baromètre. Donc, chaque fois qu'une édition se termine, on prend les observations des femmes. D'accord. Quelles qu'elles soient, elles nous font des remarques, des propositions. Au fur et à mesure, donc, on a amélioré la formule avec beaucoup plus de panels, avec des formations qu'on appelle les masterclass, qui n'existaient pas au début. Donc, on a instauré des masterclass. On a créé aussi un club qui s'appelle le club FEF. Donc, la plupart des participantes au FEF sont membres de ce club pour poursuivre la logique de réseautage, parce qu'elles n'avaient pas d'espace comme ça avant. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est qu'on a fait du cross. Donc, chaque année au FEF, il y a des femmes qui viennent de Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui viennent aussi des autres pays d'Afrique. Il y a des femmes qui viennent aussi d'Europe. Et donc, on a créé en fait un événement qui certes se passe en Côte d'Ivoire, mais qui réunit des femmes vraiment de plusieurs pays. Il y a des délégations qui viennent. Et depuis 2 ans, le FEF se fait aussi à Ouagadougou. D'accord. Donc on a une session un FEF au Burkina Faso aussi, justement parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient du Burkina, Abidjan, femmes qui venaient du Mali, du Niger, de la Mauritanie. Donc, voilà. On les aide un petit peu en allant... Alors, brièvement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous avez un moyen de mesurer l'impact? Oui, tout à fait. Alors, depuis qu'on a commencé, on a formé plus de 12 000 femmes. D'accord. Création de plus de 50 entreprises. Super. Des centaines de reconversions professionnelles, des opportunités d'affaires, donc les femmes qui se sont associées. Et donc voilà, et la particularité de cet événement, c'est que c'est totalement gratuit. Ça, c'est très important. Je pense que c'est bon à savoir. Celles qui nous regardent, ça les intéresse énormément. Alors, c'est les 28 et 29 mai prochains, donc vendredi et samedi prochain. Oui, vendredi en ligne, samedi en présentiel. C'est ça. Donc, Covid oblige, cette fois, vous avez une partie en ligne et une partie en présentiel. Oui. Et donc, la partie en présentiel, ça se passera à Cosmos. À Yopougon, à Cosmos Yopougon, voilà, tout le haut de Cosmos, quasiment. Voilà, nous a été dédié. À partir de 9h. Il faut être à l'heure. Ah oui, donc il n'y a pas de retard. Quand on dit 9h, c'est 9h, c'est ça? 9h. Il faut que les femmes montrent l'exemple. Exactement. Mais on peut arriver au cours de la journée puisque les conférences sont étalées. Exactement. Mais c'est mieux d'être là à 9h. Alors, si on veut plus d'informations, où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, plus d'informations, il faut appeler au 01 50 18 42 52 ou se rendre sur notre page Facebook FEF Côte d'Ivoire. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Surtout ne bougez pas, on se retrouve juste après une courte page de pub pour la toute dernière partie de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. C'est la toute dernière partie de cette édition et on est passé au labo car c'est le moment sans tabou. Reste avec nous. Didja, aujourd'hui, dans le Sans Tabou, la question qui a été posée, sur les réseaux sociaux notamment, c'est « Croyez-vous en l'amitié homme-femme » Encore aujourd'hui, en 2021, on se pose la question est-ce que l'amitié entre hommes et femmes est possible? C'est un vrai débat. Hein. Ouais. Ça peut sembler un peu bête comme ça, mais c'est un vrai débat. Alors, les personnes qui ont été interrogées, parmi les personnes qui ont été interrogées, 54% des sondés ont répondu oui, on peut, et 46% ont répondu non. C'est-à-dire qu'un homme et une femme ne peuvent pas vraiment être potes. Quoi. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire oui et non. Oui et non. Mais mon premier avis, c'est oui. Pourquoi? Parce que j'ai de très bons amis hommes que je connais depuis très longtemps, qui sont aujourd'hui mariés, mais notre relation n'a absolument pas changé. C'est ça. Ouais. Ça n'a absolument pas changé. Et il y avait pas d'ambiguïté, en fait. C'est juste, on est amis, c'est plat. On se voit de temps en temps, on sort manger de temps en temps, on discute, on parle des problèmes existentiels. Oui. On parle de tout. Mais moi, je dirais, ça ne marche pas quand il y a l'un des deux qui pense à autre chose, qui a des sentiments. Et qui ne l'avoue pas forcément. Et qui ne l'avoue pas. Donc, il va garder. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il ne supporte plus. Il va partir. Moi, mes amis hommes m'ont ramassé à la petite cuillère quand j'ai eu des dangereux gourmets ici. Donc... Ah, d'accord. C'était toi qui avais des sentiments ou c'était l'inverse? Non, c'est pas que j'étais pas amoureuse. C'est juste, j'étais dans des relations quand ça ne marchait pas. Ils étaient là pour moi. On a tendance à dire que les hommes profitent de ces situations-là, mais non, pas du tout. Ils ont été juste une épaule sur laquelle je pouvais me poser. Et voilà. Donc, moi, je ne chercherai pas l'amitié avec un homme qui me plaît.
Non, clairement pas. Mais en général, tu sais ce dont tu parles, là, le côté un peu quand une personne, l'un des deux, a des sentiments qu'il n'avoue pas ou qu'il ne s'avoue pas, c'est souvent, je fais peut-être un peu des clichés, mais c'est souvent l'homme. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que ça a démarré, au départ, tu l'aimais bien, elle t'a pas donné la route, elle t'a friendzonné, tu te dis, OK, c'est pas grave, soyons potes. Et finalement, c'est au fond, c'est toujours... Il y a toujours un petit espoir qu'il y ait une fenêtre et une ouverture à un moment donné. Elle n'arrive jamais, elle se présente jamais, cette ouverture. Et après, il y a des problèmes. Mais je pense qu'effectivement, on peut être ami avec un homme. Enfin, en tant que femme, on peut être ami avec un homme. Je pense qu'il y a amitié et amitié. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais un meilleur pote. Mais quand je dis meilleur pote, c'est-à-dire j'allais le voir dans sa ville, là où il fait ses études. On dormait dans le même appart. Enfin, tu vois, vraiment beaucoup. On passait énormément de temps ensemble. Et ça allait très bien jusqu'à un certain moment parce qu'effectivement... Il devait y avoir des sentiments cachés de son côté qui ont fini par se révéler. Et à partir du moment où on grandit, on commence on trouve sa personne, par exemple. Après, il y a une jalousie qui s'installe. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose de sain ou de compatible avec sa relation. Parce qu'après aussi, ça peut créer des clashs. Oui, ça peut coincer quand on a son ami qui se marie et tout. Ça peut créer des problèmes. Mais quand c'est clair, dès le départ, je pense que ça roule. Ouais. Ça m'est arrivé qu'on me dise qu'au bout de quelques années, on me dise en fait, je t'aime bien ou je t'aime. Voilà. Mais non, frère. Ben, pourquoi? Qui t'a permis? Qui t'a autorisé? Parce que toi, tu es mon fraté, je le sens. Le sang de la veine. Mais donc, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que tu ne peux pas changer, tu vas sortir. Pas, voilà. Et moi, je t'ai tout dit. Tu sais tout. Comment tu vas venir me dire que tu m'aimes? Non, mon gars. Mais les amis avec tes amis hommes, là, ils sont en couple ou pas? Oui, ils sont en couple. Et qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes? Parce qu'après, il y a aussi ça. C'est-à-dire que souvent, les personnes en couple ont peur de cette amitié homme-femme avec l'autre. Voilà. C'est vrai. Je te dis, mais je n'ai pas besoin d'amis, c'est moi ton ami. Tu vois? En tout cas, personnellement, mon mari sera mon ami. Mon bestie. Donc lui, il a pas... Tu vois, les histoires de Dija, quoi. Non, c'est-à-dire que lui, il n'a qu'à pas avoir d'amis filles. S'il a des amis filles avant de me connaître, il n'y a pas de souci. Mais pendant que je suis là, tu ne vas pas te faire de nouvelles amies. C'est quelle amitié tu vas faire? Est-ce que c'est parce qu'il y a la crainte que ça parte en live et qu'il y ait autre chose qui se... Tu penses un petit peu quand même, un petit peu. Et puis, il ne faut pas donner... tu vois, on dit le mouton, il broute là où on l'attache. Il ne faut pas donner l'occasion aussi. Non, après, moi, je pense quand même quelque chose, et c'est peut-être un peu basique. Et pourtant, d'habitude, je ne pense pas de manière basique, mais bon, on reste homme-femme. Il y a toujours... ce côté-là qui est là, je pense qu'il ne faut pas tenter le diable. Donc effectivement, si jamais tu connaissais la personne avant, vous avez toujours eu un rapport très platonique, que je le sais, qu'il n'y a jamais rien eu entre vous. Parce qu'après, parfois on va te dire, oui, on est potes, on est sortis ensemble, mais c'est ça, même non, on est amis, non. Non, ça par contre, tu vois, je ne sais pas, je ne suis pas trop pour. Mais par contre, si jamais cette amitié, elle est vraiment platonique et qu'elle préexiste notre relation, pourquoi pas? Par contre, je ne tenterai pas le diable avec des nouvelles amitiés. Je rencontre quelqu'un, on va commencer à passer beaucoup de temps ensemble, ça sert à quoi? C'est bon. Effectivement, mon mari, on est déjà amis, c'est bon. Tu n'as plus besoin de quelqu'un, en fait. Je suis ton tout. Je suis ton tout, ton bro, ton sang, tout ce que tu veux. Si tu veux, on va chiller ensemble. Il n'y a même pas de problème. Mais pour revenir à ta question, en fait, les femmes de mes amis, oui, c'est assez clair dès le départ. On s'est déjà vus tous ensemble, on a discuté, on a parlé. Il n'y a pas de jalousie à avoir parce que clairement, j'ai envie de dire, si je voulais ton mari, voilà, ça aurait été avant. Peut-être que vous ne seriez pas mariés à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un ami, c'est quelqu'un que je considère comme un grand frère. Il n'y a rien. Et que même au départ, quand je le présentais, même ma mère, elle a dit je sais qu'il n'y a rien entre vous, ton ami là, tout ça. Et les gens, dès que tu passes un peu de temps avec quelqu'un du sexe opposé, exactement, c'est qu'il y a quelque chose. Et je disais non, c'est mon ami. Et puis au fil du temps, tout le monde a fini par comprendre qu'il y avait strictement rien entre nous. Sinon, il y aurait eu quelque chose. Voilà, c'était juste de l'amitié. Et donc ça va. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'on peut être ami avec un homme et vice-versa. Ça dépend des circonstances, ça dépend de quel type d'amitié, du temps qu'on passe ensemble. Et surtout, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que tous les deux, on a les mêmes intentions, voilà. On sait où on va. On n'est pas en train de se dire qu'on va commencer à se chercher après ou quoi. Non. Mais par contre, moi, les femmes jalouses aussi, ça me fatigue un peu. Quand t'es trop à vouloir un peu, comment dire, contrôler ça. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Surtout quand t'es arrivé après, en fait. Quand t'es arrivé après... Tu as trouvé les gens en train de faire leur amitié. Girl. T'as pas ton mot à dire. Il faut juste accepter les choses. Ça te plaît, ça te plaît pas. Prends ce mot. Bon, alors, écoute, c'est fini pour nous. Hein. Je crois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde sur la question.
Et de votre côté, qu'en est-il? N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à réagir à ce sujet et à bien d'autres. Donc dites-nous ce que vous pensez. Croyez-vous en l'amitié homme-femme? On veut avoir vos réactions, notamment sur les pages des réseaux sociaux de la nouvelle chaîne ivoirienne, donc Facebook ou Instagram. On les lira peut-être la prochaine fois. À bientôt. Ciao.